Bonjour à tous. Je suis en vacances en Suisse pour quelques jours et j'ai pensé profiter de cette occasion pour vous parler des 210 ans de paix dans ce pays, alors que d'autres Européens se faisaient la guerre, alors qu'il y a eu 2 guerres mondiales, et comment cet endroit a été épargné, pas uniquement, mais en partie, grâce à sa politique de neutralité. Vous savez, cette chaîne s'appelle Neutrality Studies, et ce n'est pas un hasard, car la neutralité est l'une des politiques étrangères souvent oubliées, qui peuvent réellement créer un équilibre stratégique dans une région. Et la Suisse en est un exemple parfait. Pas la Suisse d'aujourd'hui. La Suisse d'aujourd'hui commet beaucoup d'erreurs en matière de neutralité. Mais la Suisse du 19e siècle avait cette idée qu'il fallait garder cet endroit, les montagnes, les Alpes, hors du contrôle direct des 2 grandes puissances de l'époque, les Français et les Autrichiens. Si les Autrichiens la contrôlent, ils disposent d'un accès direct pour attaquer les Français. Si les Français la contrôlent, ils peuvent faire de même avec les Autrichiens. Alors, que fait-on? On demande en fait à quelqu'un qui ne représente pas une menace de maintenir une armée sur place et de bien vouloir garder le col alpin dégagé, en veillant à ce qu'aucun des 2 autres ne puisse l'utiliser. Ainsi, non seulement on retire cet endroit de l'échiquier, mais on l'utilise en réalité comme un clou dans une maison pour créer de la stabilité entre les piliers de cet environnement politique international. Le but de cette compréhension n'était pas de rendre la Suisse faible. L'erreur fréquente consiste à croire que la neutralité est une politique de pacifisme ou une politique de non-engagement total dans les affaires internationales, alors que c'est tout le contraire. Même dans les conventions de paix, les accords de Vienne de 1815, il était clairement stipulé que la Suisse serait neutre dans l'intérêt de l'Europe, de toute l'Europe. Il y avait une compréhension claire que la neutralité stratégique de ce lieu contribuerait à stabiliser l'ensemble du système dit du concert, qui a alors émergé. Et oui, le système du concert du 19e siècle n'était pas parfait. Il y a eu de petites guerres, mais il n'y a pas eu de grande guerre générale. Il n'y a pas eu de bain de sang généralisé comme cela s'est produit en 1914, puis de nouveau dans les années 1930 et jusqu'aux années 1940, et aussi comme cela s'est produit plus tard pendant la guerre froide. Donc l'idée principale ici, c'est que si nous ne considérons pas la sécurité uniquement comme quelque chose que l'on crée en formant une grande alliance pour dissuader tous les autres, en pratiquant la dissuasion, mais que nous la concevons comme une maison, comme une structure et une architecture, alors nous avons une chance de créer une structure de sécurité plus intelligente pour le XXIe siècle, pour le XXIe siècle multipolaire, qui ressemblera beaucoup plus, et ressemble déjà beaucoup plus, au XIXe siècle qu'à ce qu'était le monde pendant la guerre froide. Mon propos ici, c'est que nous n'avons pas besoin de considérer le monde comme étant soit membre d'une alliance, soit faible et simplement exposé. Non. Les pays neutres peuvent avoir des armées. Les pays neutres ont des politiques étrangères avec d'autres. Ils font partie de la structure de sécurité. La structure de sécurité que la Suisse, pendant 210 ans, grâce à la chance, mais aussi à de bonnes politiques, a su maintenir et à laquelle elle a contribué. Alors je vous regarde, État balte, et je vous regarde, voisin de la Russie, je vous regarde, voisin de la Chine, qui jouerait un rôle important et déterminant. Des pays comme la Mongolie, la Malaisie, l'Indonésie, qui occupent aujourd'hui cette position intermédiaire et qui peuvent garantir que les voies navigables internationales restent ouvertes, que les routes commerciales internationales sont ouvertes et sécurisées, et qui promettent cela à tout le monde. Le secret des pays neutres, c'est qu'ils promettent l'amitié à tous. Il ne s'agit pas de ne travailler avec personne. Non, il s'agit de travailler avec tout le monde. Il s'agit de s'assurer de ne pas avoir d'ennemis.
et c'est la meilleure sécurité qui soit. C'est ce que les Européens comprennent actuellement de façon si tragiquement erronée. Ils pensent que la sécurité se crée en étant aussi menaçant que possible, n'est-ce pas? Encore une fois, la dissuasion. Mais regardez, on n'a pas besoin de dissuader un ami. Les Suisses aujourd'hui ne se demandent pas comment dissuader les Français ou les Allemands, ni comment dissuader les Autrichiens, parce qu'ils sont en bons termes avec eux. Donc la vraie question, c'est comment créer une bonne relation avec tout le monde, surtout avec ceux qui possèdent les plus grosses armes, n'est-ce pas? Tant que ceux qui ont les plus grosses armes ne veulent pas vous attaquer, vous êtes aussi en sécurité que possible. Et la dissuasion, cette idée stupide, ne fait que créer toujours plus d'animosité. Et vous ne faites que vous donner l'apparence d'une menace pour les autres. Donc, pour faire court, la paix est quelque chose qui doit être construite sans cesse, activement, et elle doit l'être avec une idée d'architecture. Elle doit être construite avec les autres et non contre eux. Dès que vous commencez à essayer de construire la paix contre les autres, vous vous exposez exactement à ce que vous prétendez vouloir empêcher. Regardez simplement où en est la Finlande aujourd'hui. Regardez où en est la Suède aujourd'hui. Elles n'ont jamais été aussi proches d'être réellement menacées par la Russie que depuis qu'elles ont rejoint l'OTAN. Pourquoi? Eh bien, parce qu'ils ont rejoint l'OTAN, ils représentent désormais une menace pour la Russie. Et la Russie affirme également qu'elle n'est pas satisfaite de la situation actuelle. Nous en sommes au point où les Finlandais doivent s'engager très profondément avec l'OTAN et doivent louer des bases aux Américains qui vont ensuite utiliser ces bases comme ils l'entendent et, stratégiquement, menacer également les Russes, au lieu d'avoir un arrangement de sécurité coopératif. Et pour tous ceux d'entre vous qui disent « Regardez l'Ukraine », les Russes ont exigé la neutralité de l'Ukraine. La neutralité de l'Ukraine aurait permis d'éviter toute cette guerre, et il est désormais absolument clair que c'est le cas. Je veux dire, les Russes l'ont répété à maintes reprises. Et les Russes disent encore aujourd'hui que pour réduire l'intensité de la guerre, l'Ukraine doit rester neutre. L'Ukraine, telle qu'elle est aujourd'hui, doit promettre de ne pas représenter une menace. Donc encore une fois, nous avons tous les signes. Ce que nous devons faire, ce n'est pas nous désarmer complètement et chanter Kumbaya. Ce que nous devons faire, c'est établir une structure de sécurité coopérative avec d'autres, avec les Américains, avec les Européens, avec les Russes, et non pas une structure fondée sur la logique de la dissuasion. La logique de la dissuasion mène droit à l'enfer. La logique de la neutralité, c'est la voie vers 210 ans de paix et de prospérité. Et, espérons-le, encore plus. Merci à tous. And hopefully more of that. Thank you, everybody.